9e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est ouverte ce matin, 5 mai, à Hanoï. Le projet de riziculture de haute qualité et à faible émission d'1 million d'hectares a grandement contribué à l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Durant les 5 derniers jours des vacances, le pays a accueilli un nombre record de touristes permettant au secteur touristique de faire une percée cette année. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Le matin du 5 mai, la 9e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est ouverte à Hanoï. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Bẫn, a souligné que cette session revêt une importance toute particulière. L'Assemblée nationale siégera pendant 37 jours en 2 phases pour débattre et décider du plus grand volume de travail jamais traité. Sur le plan législatif, les députés ont examiné pour adoption une résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013. L'Assemblée nationale a aussi examiné pour adoption 34 projets de loi, 14 projets de résolution et donnera son avis sur 6 autres projets de loi dans des domaines clés tels que la structure organisationnelle de l'appareil d'État, la défense, la sécurité, la justice, les finances publiques, l'éducation, les sciences et les technologies, l'innovation et la transformation numérique. L'Assemblée nationale étudiera et décidera de nombreuses questions stratégiques pour le développement du pays, de la garantie de la défense, de la sécurité et de l'intégration internationale. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoï pour une visite d'État en Kazakhstan, en Azerbaïdjan, une visite officielle en Russie pour assister au 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique et une visite d'État en Biélorussie du 5 au 12 mai 2025. Cette visite constitue un moment important dans la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, de proactivité, d'intégration internationale globale, profond et efficace du 13e Congrès national du parti. Et c'est aussi une opportunité pour le Vietnam d'affirmer ses sentiments sincères et loyaux et son désir de promouvoir une coopération à long terme, efficace, substantielle et mutuellement bénéfique avec ces pays. Le président de la République, Lương Cường, a présidé ce lundi 5 mai à Hanoï la cérémonie d'accueil officielle du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayaka en visite d'État au Vietnam et participation aux célébrations de la journée du Vesak des Nations Unies, Vesak 2025, du 4 au 6 mai. Il s'agit de la première visite au Vietnam du président sri-lankais depuis son entrée en fonction en septembre 2024. Cette visite intervient à un moment significatif alors que les deux pays célèbrent en 2025 le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, contribuant à renforcer la confiance politique et à faire progresser la coopération bilatérale dans tous les domaines. Les deux parties ont convenu d'estimer que la confiance politique élevée, l'amitié traditionnelle, le soutien sincère et le partage de visions communes constituent une base solide pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de 5 documents de coopération dans les domaines de la diplomatie, du commerce, des douanes, de l'agriculture et de la fabrication de machines. Et à cette occasion, le président sri-lankais a été aussi reçu par le Premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Bẫn.
La célébration du Vesak 2025 des Nations Unies se déroulera du 6 au 8 mai à Ho Chi Minh Ville. Il s'agit d'un événement important du bouddhisme vietnamien qui réunit des milliers de délégués nationaux et internationaux. Cet événement constitue non seulement une étape importante dans le développement de la diplomatie populaire, mais renforce également la compréhension, les échanges et la coopération amicale entre le Vietnam et tous les amis internationaux. Plus de 2600 délégués, dont 1250 invités internationaux, venus de 85 pays et territoires, assisteront à la célébration du Vesak des Nations Unies 2025 au Vietnam, avec plus de 950 articles en vietnamien et en anglais. Ces chiffres reflètent non seulement l'ampleur de l'événement, mais aussi le rôle de la Sangha bouddhiste vietnamienne dans la promotion d'une diplomatie populaire significative. C'est aussi la 4e fois que le Vietnam accueille la célébration du Vesak, affirmant l'image d'un pays pacifique, tolérant et compatissant. La célébration du Vesak des Nations Unies 2025 met en avant la liberté religieuse du Vietnam et met en valeur ses valeurs culturelles et éthiques au monde. Il s'agit d'un effort majeur de la Sangha bouddhiste vietnamienne pour promouvoir l'image du pays à l'international. Le Vesak des Nations Unies 2025 n'est pas seulement un événement bouddhiste, mais aussi un festival culturel international qui célèbre les valeurs bouddhistes. Cet événement transmet un puissant message d'amour, de compréhension et de partage sans frontières dans le monde instable d'aujourd'hui. La Sangha bouddhiste vietnamienne organise la journée du Vesak des Nations Unies 2025 afin de promouvoir les valeurs d'amour et de compassion de Bouddha. Actuellement, le Vietnam est non seulement un ami, mais aussi un partenaire stratégique et global pour de nombreux pays, travaillant ensemble à la construction de la paix, de la stabilité et du développement durable. La célébration du Vesak a permis au monde de mieux connaître le Vietnam, créant un environnement ouvert aux relations diplomatiques. Grâce à cet événement religieux, le Vietnam peut renforcer sa réputation sur la scène internationale. Cet événement met en lumière le dynamisme, la créativité et la prospérité de Ho Chi Minh Ville 50 ans après la réunification du Vietnam. Cela prouve que le Vietnam s'intègre de plus en plus, se développe et s'ouvre au monde dans la nouvelle ère. Récemment, le Vietnam a mis en œuvre des actions spécifiques pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Le projet de riziculture de haute qualité et à faible émission d'1 million d'hectares dans le delta du Mekong en est un exemple. Après plus d'1 an de mise en œuvre, ce projet a permis de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre de 2 à 12 tonnes de dioxyde de carbone par hectare. De nombreux agriculteurs sont devenus des pionniers de la révolution verte de l'industrie du riz, contribuant ainsi à l'objectif de réduction des émissions. Pionniers dans l'expérimentation de la méthode de semis en râpe, les 5 hectares de riz de M. Ran sont prêts à être récoltés. Il a affirmé avec confiance que même si la quantité de semences a été réduite de près de 50%, à la fin de la saison, son champ donne toujours des rendements et une qualité élevée. Nous avons réduit la quantité de graines de 50%. Les engrais et les pesticides ont également diminué de 50%. La productivité est supérieure et la santé est garantie. Lors de la première récolte, il y avait des zones de ce modèle pour lesquelles les semis en râpe ne pouvaient pas être appliqués en raison de conditions objectives. Mais les agriculteurs ont pu vérifier l'efficacité réelle des 3 méthodes de semis en râpe. Bien que les riz dans les champs n'aient pas encore été récoltés, la coopérative Binh Minh a acheté le premier semoir en râpe. La demande de semis en râpe augmentera au cours des prochaines saisons de culture. Nous avons acheté la machine pour pouvoir réaliser ce modèle chaque saison. À long terme, une seule machine ne suffit pas. En raison de la grande superficie, nous en achèterons davantage pour répondre aux besoins. Lors de la récolte d'hiver printemps, le district de Thanh Binh a déployé 1100 hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions. Avec des bénéfices supérieurs à 4,6 millions de dons par hectare, cette localité vise à avoir une superficie modèle de 11 800 hectares d'ici fin 2025.
Le district continuera de promouvoir le projet d'1 million d'hectares. Si les coopératives ont besoin d'acheter des machines et des équipements, elles peuvent s'inscrire auprès du district. Nous profiterons des mécanismes de soutien politique. L'efficacité du modèle de riz de haute qualité et à faibles émissions n'est pas seulement prouvée par les chiffres, mais aussi clairement ressentie à travers les expériences pratiques des agriculteurs. D'une attitude prudente, les agriculteurs ont désormais adopté avec audace une production verte et durable. Sorti de la guerre, le Vietnam unifié n'avait presque plus d'économie. Ses infrastructures étaient épuisées. Mais 50 ans plus tard, l'économie vietnamienne s'est fortement développée. En 2024, le PIB par habitant a atteint 4 700 $, soit près de 60 fois plus que les années suivant la réunification. D'une économie fermée, le Vietnam est devenu une destination attractive pour les investisseurs internationaux et un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Un demi-siècle n'est pas un long voyage, mais c'est un témoignage vivant du courage et de l'aspiration d'une nation. Au début des années 2000, à la compagnie de vélo Thống Nhất, la fabrication de jantes était entièrement manuelle. Il fallait 40 minutes pour terminer un produit. Aujourd'hui, il n'y a plus le bruit des pinces et des marteaux comme avant. La chaîne de fabrication est automatique. Chaque jante est faite en un peu plus de 40 secondes. Il ne s'agit pas simplement de changement en termes de technique, mais d'un symbole du développement durable d'une entreprise vietnamienne. Au niveau macroéconomique, seulement 3 mois après la réunification du pays, des décisions visionnaires et stratégiques du Politburo et de l'Assemblée nationale ont ouvert la porte à une industrie d'exploitation et du pétrole et du gaz sur le plateau continental sud du pays. Les exportations de pétrole brut ont apporté les premières devises étrangères au budget d'État. La découverte et l'exploitation réussie de grands gisements de pétrole et de gaz ont également créé une dynamique de croissance, contribuant à faire de la région économique du Sud la locomotive économique de tout le pays. Durant un demi-siècle de paix, nous avons inlassablement mis en œuvre la politique du parti et du gouvernement pour faire du Vietnam un pays producteur et exportateur de pétrole dans le monde. L'exploitation pétrolière a contribué à assurer la sécurité économique, énergétique, alimentaire et de la défense nationale. L'économie du Sud a été une partie indispensable de l'économie vietnamienne. Elle continuera de contribuer de manière importante à l'économie vietnamienne avec les objectifs de croissance à 2 chiffres. Entrant dans une nouvelle étape de développement, le Vietnam a besoin de politiques adaptées au contexte d'intégration profonde et de concurrence mondiale. Cela nécessite une innovation institutionnelle forte pour renforcer la force interne, élargir la coopération internationale et réaliser une percée dans la nouvelle ère. Comme l'a dit le secrétaire général Tô Lâm, nous devons continuer à innover dans les institutions nationales, c'est-à-dire réformer les procédures administratives comme étant une compétitivité nationale, perfectionner le cadre juridique et développer l'économie privée. Avec une grande détermination politique, le Vietnam est confiant d'entrer dans une nouvelle ère de forte croissance et d'intégration profonde et d'affirmer sa position sur la carte mondiale. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Au Centre culturel vietnamien à Paris, en France, l'Association des Vietnamiens en France a organisé le week-end dernier une célébration du 50e anniversaire de la réunification nationale. Des représentants de l'ambassade des Vietnamiens d'outre-mer et des amis internationaux ont assisté à l'événement. C'est l'occasion pour les jeunes vivant et travaillant actuellement en France de rencontrer et d'écouter le partage de la génération précédente sur l'histoire héroïque de la nation. Avec un esprit de solidarité, d'attachement et d'amour pour la patrie, les générations de Vietnamiens d'outre-mer en France accompagnent toujours le pays. Les deuxième, troisième générations, ils ont plus de difficultés à comprendre l'importance de cette date. Le voyage vers Trường Sa et la plateforme DK1 est le désir ardent de nombreux Vietnamiens vivant et étudiants à l'étranger, en particulier les jeunes. Et en voyant la vie quotidienne des soldats et des gens sur les îles, ces jeunes éprouvent des émotions différentes face à la majesté des îles et de leur patrie et au sacrifice des soldats sur les îles lointaines. En visitant Trường Sa pour la première fois, Linh et Đức ont passé la plus grande partie de leur temps à découvrir la vie quotidienne des soldats et des habitants sur les îles. Quand je suis arrivée sur cette île isolée, c'était vraiment au-delà de mon imagination. Il y a beaucoup d'arbres ici. La nourriture est également abondante, notamment des légumes, de la viande et de l'eau potable. De plus, il y a aussi un temple sur l'île. Cela montre que la vie des insulaires est toujours garantie, tant sur le plan matériel que spirituel. La vie ici est plus paisible. Pour moi, ce n'est pas un voyage ordinaire. C'est un pèlerinage aux racines, aux îles lointaines de la patrie. Représentant un tiers du groupe vietnamien d'outre-mer lors de ce voyage, les jeunes ont eu l'occasion de visiter Trường Sa pour la première fois. Ils ont participé avec enthousiasme aux activités sur l'île, avec des pensées admiratives pour les soldats. Actuellement, l'État crée de nombreuses conditions pour que de nombreuses délégations de Vietnamiens d'outre-mer puissent visiter l'île et envoyer des cadeaux aux soldats. Les soldats sont très heureux de nous voir. Ce voyage relie les Vietnamiens du monde entier, nous aidant à mieux comprendre la mer et les îles de notre patrie. Je ressens une fierté nationale lorsque je visite l'île. Je suis très honorée d'être le plus jeune délégué de la délégation à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Après ce voyage, je ferai la promotion de l'importance historique et j'essaierai d'organiser de nombreuses activités afin que chacun puisse s'unir pour protéger la patrie. L'île est la maison et la mer est la patrie. De retour de Trường Sa, ces jeunes deviendront des ambassadeurs répandant l'amour de la mer et des îles du pays. Pour eux, Trường Sa n'est pas seulement un territoire, une souveraineté, mais aussi un symbole sacré qui relie des millions de cœurs vietnamiens sur les 5 continents. Bonne nouvelle pour le secteur touristique. Environ 2,7 millions de touristes ont visité Ho Chi Minh Ville de mi-avril à début mai, avec des revenus estimés à plus de 15 700 milliards de dong. Durant les vacances du 30 avril au 1er mai, environ 2 millions de visiteurs sont venus à Ho Chi Minh Ville, soit plus du double de la même période l'année dernière. Et selon le service du tourisme de Ho Chi Minh Ville, cette ville n'a jamais enregistré un nombre aussi important de visiteurs durant ces jours fériés. Les habitants locaux et étrangers ainsi que les touristes ont participé activement aux activités célébrant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, ainsi qu'à de nombreux produits touristiques urbains, culturels et historiques. Durant les 5 jours de vacances du 30 avril et du 1er mai, le pays en général a accueilli plus de 10,5 millions de touristes, soit une augmentation de 31,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Et cette hausse a été stimulée par un large éventail de festivals locaux, d'événements culturels et de programmes touristiques organisés dans tout le pays. Ces signaux positifs marquent un bon début de saison touristique estivale, permettant au tourisme vietnamien de faire une percée cette année.
Pendant les vacances du 30 avril, les sites historiques de Ho Chi Minh Ville, comme les tunnels de Cu Chi, le palais de l'Indépendance et les bunkers des commandos de Saigon étaient toujours bondés de visiteurs. Nous savions que le Vietnam célébrait une grande fête, nous avons donc prévu d'aller à Ho Chi Minh Ville. L'atmosphère ici est merveilleuse. Depuis le 20 avril, Ho Chi Minh Ville a accueilli un nombre record de 2,7 millions de visiteurs, dont 355 000 touristes internationaux, soit près du double de l'année précédente. La ville a généré près de 16 000 milliards de dons de recettes. Plusieurs localités ont enregistré des recettes touristiques supérieures à plus de 1 000 milliards de dons, notamment Hanoi, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng et Khánh Hòa. Dans plusieurs villes et provinces, les visiteurs ont afflué vers les sites historiques. La baie d'Along a aussi accueilli 3 navires de croisière internationaux transportant de près de 5 000 touristes venus des États-Unis, d'Europe, de Chine et du Japon. Les voyages en train, en voiture et en avion ont tous connu une croissance spectaculaire. Au cours de cette période de 5 jours, les aéroports du pays ont accueilli près de 12 600 vols, transportant plus de 2 millions de passagers. Les procédures sont devenues plus simples, alors nous accueillons plus de visiteurs que jamais. Une politique de visa flexible et l'expansion des itinéraires aériens nous aident à attirer davantage de clients. Au nord-ouest du pays, comme Sapa, Hazang et Điện Biên, les sites historiques célèbres et les paysages naturels majestueux sont devenus les destinations de prédilection de nombreux touristes nationaux et internationaux. L'eau ici est si claire et tout est merveilleux. Mon jeu préféré est la tyrolienne. Cela me procure un sentiment à la fois d'excitation et d'aventure. Au début de l'été, les plages du pays sont bondées de touristes. Le taux d'occupation des hôtels a augmenté de 30 à 50% par rapport à la même période l'année dernière. Cet essor du tourisme a stimulé le développement de nombreuses autres industries, soutenant l'objectif de croissance économique de 8% du pays pour l'année. Un groupe de jeunes a transformé des photos noires et blancs délavées en vidéos aux couleurs éclatantes, recréant avec brio le moment où un char a franchi les portes du Palais de l'Indépendance, symbole emblématique de la libération du Sud et de la fête de la réunification nationale, le 30 avril 1975. Au cours des 4 dernières années, ces jeunes ont également restauré plus de 6000 portraits de soldats tombés au combat. Bien que nés en temps de paix, ils ont choisi de raconter l'histoire grâce aux technologies modernes et à l'intelligence artificielle, découvrant leur approche innovante pour honorer le passé et partager les valeurs historiques avec la jeune génération dans le reportage qui suit. Le 30 avril 1975, le char numéro 846 franchit les portes du Palais de l'Indépendance, arborant fièrement le drapeau de la libération. En mars de cette année, Phùng Quang Trung a reçu une demande de restauration spéciale de la part des soldats qui avaient piloté ce char 50 ans auparavant. L'histoire derrière l'image du char 846 est particulière. Elle est née du vœu sincère des vétérans ayant conduit le char. Pendant des années, plus d'une décennie, ils ont cherché, mais n'ont toujours pas réussi à identifier les 2 fantassins assis à l'avant du char. Les vétérans m'ont alors demandé, pourriez-vous recréer une version plus nette de cette photo? Peut-être pourrons-nous enfin les identifier. L'histoire du char 846 n'est qu'un exemple parmi plus d'une douzaine de projets sur lesquels Chung et d'autres jeunes membres de Skyline ont mené pour partager des images et des récits historiques à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud, de la colorisation de photos de célébrations joyeuses dans les rues, à la reconstitution de scènes cinématographiques saisissantes de héros et d'événements historiques dont on ne connaissait jusqu'alors que les récits sans aucune trace visuelle. Ils ont fait revivre le passé. La plupart des images de la libération sont en noir et blanc.
Même si les photos étaient nettes, sans couleur, elles manquaient de vie. En tant que jeunes familiarisés avec la technologie, nous avons voulu en tirer parti et l'utiliser pour contribuer à la restauration de documents historiques. Nous recréons plusieurs événements historiques marquants, comme le ravitaillement via la piste de Chuon-Son. Un autre événement marquant est la campagne au cours de laquelle les forces spéciales ont opéré dans la forêt de Sak pour attaquer le dépôt de carburant de Yabi. Il n'existe pratiquement aucune documentation visuelle de cette opération, si ce n'est des récits écrits dans des livres. Nous l'avons donc recréée en vidéo, permettant au public de la visualiser plus fidèlement. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour animer les personnages, les faisant bouger, agir et même parler. Nous avons également créé différents angles de caméra. Une seule scène pouvait ne durer que 5 secondes, mais nous devions la rejouer des centaines de fois. Cela a demandé un travail considérable. Le groupe a également contribué à réunir les familles de soldats tombés au combat de manière profondément significative. En ces journées historiques d'avril, les familles aspirent encore plus à revoir leurs proches, ne serait-ce qu'à travers une simple photographie restaurée, surtout pour ceux dont les tombes n'ont jamais été retrouvées. Lorsque j'ai reçu un message de la famille du martyr Yuong Din Mink, j'ai appris qu'ils étaient 16 frères et sœurs. Même après le décès de leurs parents, ils n'avaient pas pu réaliser leur souhait, avoir un portrait complet de leurs proches. Nous avons dû nous appuyer sur des photos de membres de la famille, comme un jeune frère, et sur les descriptions de la famille. Cela a été particulièrement significatif à l'approche du 30 avril. On m'a dit que le martyr était mort pendant l'avancée vers Saigon, mais qu'il avait été arrêté à Quang Tri, à seulement 20 ans. C'était profondément déchirant. La réponse la plus claire à la question de savoir si l'image lui ressemblait vraiment était lorsque la famille l'a appelé par son nom en la voyant. Derrière chaque image se cache l'histoire d'un désir persistant et souvent des larmes versées pour ceux qui ont passé leur vie à chercher un aperçu de l'être disparu. Au cours des 4 dernières années, 15 jeunes membres de l'équipe Skyline ont offert bénévolement leur temps et leurs compétences pour restaurer des photographies pour plus de 6000 familles de martyrs de guerre à travers le pays. Malgré les nombreux défis et la pression du quotidien, chacun ayant son travail et ses responsabilités, nous avons toujours trouvé le temps. Nous avons veillé tard le soir, travaillant ensemble pour terminer chaque photo à temps pour la livrer aujourd'hui. Ils sont l'espoir et le désir de famille qui perdurent depuis un demi-siècle. À travers ce travail, à travers ces portraits, nous espérons transmettre quelque chose de significatif, répandre la gratitude au sein de la communauté, en particulier auprès de la jeune génération. À l'ère du numérique, il existe tant de façons de témoigner notre reconnaissance et de rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la paix. L'essentiel est de partager un objectif commun, honorer les générations qui nous ont précédés et perpétuer l'histoire. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci d'être toujours avec nous. Au revoir et on se revoit toujours demain sur VTV4.